de faire cette présentation, c'est super sympa. Ça me permet aussi de me sortir du cadre habituel des présentations que je peux faire dans le cadre de ma chaîne YouTube. Dans le titre, vous allez voir, bon, le titre est un petit peu clinquant, etc. Hein. On a un peu des mots compte triple actuellement au Scrabble, quoi. En tout cas, agnostique et Kubernetes, généralement, ça fait marquer des points. Bon, le but, c'est de rester un peu plus modeste que ça, mais surtout d'essayer d'avoir une infrastructure efficace par rapport à des ressources disponibles, des ressources à la fois financières, mais humaines également, quoi. Alors, qui je suis, qui suis-je? Peut-être vous me connaissez déjà, je ne sais pas. Je suis Xavier Pestal, donc je suis Site Reliability Engineer chez Weborama. Je suis également YouTuber sous le pseudo, le nom Xavki, quoi, l'alias Xavki. Vous pouvez me retrouver sur YouTube avec plus de 1100 tutoriels à disposition, que ce soit sur du cube ou bien d'autres sujets comme Ansible, qui est aussi ma grande passion, quoi, voilà. Donc, le programme que je vous propose de cette brève présentation, on va faire un petit point entre Weborama, son infrastructure, juste pour replacer le périmètre sur lequel on travaille chez Weborama, la taille de l'infrastructure également, c'est quelque chose qui est important pour savoir le travail que ça représente, l'ensemble de ces outils, etc. On en reparlera peut-être à la fin, aussi sous le biais de questions, etc., quoi. La partie historique de l'infrastructure, d'où est-ce qu'on est parti. Alors, à savoir que moi, je fais juste en fait office de mégaphone un petit peu dans tout ça, parce que j'ai rejoint Weborama il y a à peine un an. Et bon, c'est beaucoup d'autres collègues qui ont travaillé sur cette infrastructure. Moi, j'y travaille au quotidien un petit peu. Mais voilà, les grosses tâches qui ont été, on va dire, tout ce qui est architecture, étaient conçues bien avant. Et voilà. Ensuite, les objectifs qu'on a pu identifier, la solution qui a été mise en place. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de schémas, moi qui n'en fais pas beaucoup habituellement par ailleurs. Et puis à la fin, un petit bilan de tout ça. Alors, on va commencer par Weborama et son infrastructure. Alors, Weborama, pour resituer un petit peu le contexte, c'est une société donc du web, hein, purement, un peu à ses origines, on va dire, dans le web francophone en tout cas, créé en 98. On est présent dans 30 pays, ça représente à peu près 275 collaborateurs. L'équipe SRE, c'est 4 SRE, donc au passage on recrute, hein, vous voyez, si vous voulez nous rejoindre. Donc on est 4 SRE pour gérer cette infrastructure, en tout cas une partie de l'infrastructure. Les services, donc sur quoi on repose? C'est des services dédiés aux éditeurs et aux sites de e-commerce, aux sites d'actualité. Donc les services fournis par Weborama, c'est on aide nos clients à améliorer, on va dire, leur transformation, quoi, les actions de publicité, de marketing, par une meilleure connaissance de leurs clients à eux. Donc par 4 services principaux, ce qu'on appelle les insights. Donc les insights, c'est quoi? C'est des chiffres qui vont permettre déjà d'avoir une meilleure connaissance du type ou du profil, on va dire, de clients ou de visiteurs que l'on peut avoir sur son site web. Ensuite, la segmentation, ça va être plutôt ici on va dire, de la catégoriser un groupe de population en fonction de ses affinités, ses catégories socio, démographiques, par exemple, etc. Ensuite, on a l'activation. Donc là, ça va être vraiment l'utilisation, la mise en place d'actions comme de l'AD serveur, du DSP, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être assez technique. Donc des actions qu'on va enclencher sur ces segments. Donc ces groupes de population qu'on va avoir identifiés auparavant. Et puis ensuite, il y a la mesure, donc c'est la capacité à redonner à nos clients en fait un retour sur ces actions qui ont été engagées et est-ce qu'elles ont fonctionné ou pas, le taux d'engagement finalement qui va avoir été réalisé. Alors tout ça, nous, donc sur une manière historique, on le réalisait bien sûr comme le font pas mal d'acteurs dans le secteur à base de cookies ou d'ID de nos clients. Et puis également, donc on a une offre qui sort un petit peu du cas un petit peu classique à base d'IA sémantique, qui est une solution ID-less et cookie-less, donc à partir d'une meilleure analyse en fait des pages web pour pouvoir fournir des solutions adaptées à la page qui est consultée, donc sans ID, sans cookie, c'est un petit peu plus novateur et respectueux. Alors,
L'infrastructure chez Weborama sur laquelle on travaille, donc l'équipe de 4 SRE dans laquelle je suis, donc c'est la DMP, Data Management Platform. On est répartis sur 3 environnements, pas 3 environnements, mais 3 infrastructures, à la fois sur du cloud et sur du data center. Donc deux data centers historiques, Aubervilliers et Saint-Denis, sur lesquels donc, on a à peu près 350 serveurs physiques qu'on assure nous-mêmes, hein, donc on va les racker, poser la fibre, etc. Également, donc sur ces 350 serveurs physiques, bien sûr, on a des hyperviseurs. Ça représente ces hyperviseurs à peu près 200 VM. À base d'une virtualisation, c'est du KVM, donc c'est assez simple hein, finalement, mais c'est assez efficace et suffisant par rapport à nos besoins. Et puis, donc sur ces 2 data centers, on a deux clusters Kubernetes d'un côté, un cluster de l'autre, et à savoir donc 2 clusters en production, un cluster du coup en pré-production. Donc ça, c'est pour la partie on-prem qu'on maintient nous-mêmes. Hein. Donc voilà, l'intérêt de maintenir soi-même, c'est voilà, une bonne connaissance du matériel dont on dispose, adapté aux besoins, et voilà, dont on a la pleine gestion, quoi. À côté, on est présent sur 2 cloud providers. D'un côté Google, donc avec GCP, donc ça représente à peu près 240 instances GCP, découpées en projets, on va en reparler juste après. Dans cette présentation, il y a une grosse part d'organisation, au-delà de l'aspect purement technique. L'organisation, le retour d'expérience qu'on a voulu vous faire aussi, c'est l'organisation qu'on a mis en place. Voilà. Donc sur GCP, ça représente 5 clusters Kubernetes, donc du coup managés, donc du GKE bien sûr. Ensuite, on a à côté, on est présent en Russie via Yandex, donc qui est un cloud provider spécifique russe. On retrouve beaucoup de services en commun en fait avec GCP et des fonctionnements assez similaires, hein, comme beaucoup de cloud providers hein, finalement. Donc l'adaptation pour nous, naviguer en fait entre les deux cloud providers, c'est pas très complexe. Et du coup, dessus, en Russie, on est un petit peu moins présent en termes de ressources déployées. Donc, on a 120 instances et 2 clusters Kubernetes, là encore, du manager, donc qui nous permet de gagner un petit peu plus en souplesse. Donc déjà, on voit transparaître 2 choses, c'est-à-dire une partie qui est en data center, donc où nous-mêmes, nous allons manager les clusters, les installer, faire nos choix sur l'ensemble des éléments qu'on va y déployer, et puis de l'autre côté, GCP et Yandex. Alors à savoir que pour le data center, pour son ensemble, sur Kubernetes, on est accompagné par la société Enix. Éventuellement, on en reparlera de pourquoi cet accompagnement. C'est pas une question forcément d'ordre technique, c'est une question aussi, comme je vous disais, on est 4 SRE. L'idée, c'est de se dire, avec intelligence, d'essayer de se dire, voilà, quand on a besoin d'expertise ou quand il y a des tâches où on sait que cette tâche-là va être faite beaucoup plus vite par quelqu'un dont c'est le quotidien vraiment et dont il a une forte expertise, on va reposer dessus et nous, ça va nous permettre d'avancer sur d'autres sujets ou des choses plus globales. Alors l'infrastructure historique, donc vous voyez, on était en mode un petit peu manuel. C'était voilà, ça remonte à 3 ans, à plus de 3 ans maintenant. Cette infrastructure historique, elle était répartie donc principalement, il n'y avait pas de cloud. Donc du coup, avec de la machine virtuelle, du serveur physique. Ensuite, donc ça va commencer un petit peu à bouger avec les clouds, mais voilà, de l'AVM et du serveur physique. Et puis, ce qu'on appelle, nous, en interne, du Excel as a service, c'est-à-dire qu'en fait, on a des problématiques de charge, donc je ne vous ai pas trop parlé de volume ou de choses comme ça, mais en gros, on a des clients qui sont des sites assez populaires, et derrière, chaque visite sur ces sites provoque des hits chez nous. Donc, on collecte un peu plus d'1 milliard de requêtes HTTP par jour sur son ensemble. On a 2 milliards de documents en base de données, par exemple. Donc, ça fait des contraintes. Après, voilà, il y a bien sûr beaucoup plus gros en termes de base de données, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut gérer avec les ressources notamment que l'on a, que je vous ai citées auparavant. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on avait à l'époque donc
un langage un peu historique qui était le Perl. À l'heure actuelle, on est vers une migration vers, on a beaucoup de choses qui ont été migrées en Go. Avec le Perl historique venait la problématique notamment de scalabilité et de besoin de déployer différents services. C'était fait, on va dire, plutôt en mode Excel, c'est-à-dire qu'on savait sur quelle machine il y avait des éléments. Au tout début, c'était plutôt dans du tableur, on savait à peu près où ça se trouvait, avec une scalabilité qui était gérée plutôt côté applicatif via des forks, donc vraiment des process qui étaient forkés de multiples fois. Et donc, une difficulté à suivre vraiment les choses et avoir une finesse dans ce qui existait. Hein. Vous voyez, on parle quand même de quelque chose qui était un peu de l'ancien temps. Mais voilà, on est parti de là. Un déploiement qui se faisait et qui se fait toujours un peu avec SoulStack, côté SRE et côté développeur, équipe de développement via du Jenkins. Donc ça, c'était la stack de l'époque, avec du management de services qui était réalisé par Monit. Alors si vous ne connaissez pas Monit, c'est un peu comme Supervisor, par exemple, tout simplement. Voilà, un outil qui est très bien, qui permettait de faire aussi un petit peu d'alerting en soi, mais on va dire qu'on sent bien quand même qu'on était sur quelque chose qui avait passé un petit peu son temps à l'époque, quoi. Donc pas forcément évident. Il existait donc petit à petit des outils se sont mis en place pour améliorer déjà un petit peu l'existant de l'époque avec Consul. Donc moi je suis assez fan de Consul, hein, comme je dis souvent, Consul, si j'aimerais me réincarner en une technologie, ce serait Consul. Voilà, ça c'est un peu pour la petite blague, mais parce que c'est un outil qui est globalement méconnu, qui est dans la stack de HashiCorp, qui a quand même de très bons outils, mais qui permet de changer au tout pour tout le comportement de son infrastructure, le dynamisme de son infrastructure. Voilà, un outil par exemple comme Ansible ou SoulStack, c'est des outils qui ne sont pas dynamiques. Un outil comme Consul va apporter du dynamisme dans les configurations, etc. Donc justement, Consul était déjà utilisé à cette époque-là au niveau des load balancers pour dynamiser les configurations de load balancer pour ne pas avoir besoin à jouer des SoulStack ou des outils d'orchestration. Donc c'était déjà donc couplé à Consul Template, ça permet de faire ce genre de choses. Zabbix pour le monitoring, pourquoi? Parce qu'à l'époque, bon, voilà, il n'y avait pas beaucoup de conteneurisation et d'orchestration de conteneurisation, donc du coup, pas de choses où il y avait encore un intérêt à aller pouvoir taper sur des API pour récupérer des informations, pour savoir qu'est-ce qui se trouve où, etc. Voilà, c'est l'historique, c'était Zabbix. Ça permettait de faire quand même bien le travail avec des agents Zabbix déployés sur chacune des machines, des métriques et des alertes monitorées à des degrés différents, que ce soit au niveau système ou au niveau applicatif. Mais voilà, un dynamisme qui était quand même restreint au fait de la nécessité de déployer des agents. Donc, c'était pas forcément, ça avait une certaine limite, quoi, on va dire. Le quotidien à l'époque, c'était quoi? De la création, de la modification de VM, création ou modification de services, gérer le cycle de vie des serveurs physiques donc en data center, vérifier les forks, avoir des process zombies, ce genre de choses, donc des cas de figure un petit peu à gérer assez hétéroclites dans le debug, et des déploiements parfois côté dev, mais aussi parfois côté SRE. Donc, quand je disais tout à l'heure SoulStack d'un côté, Jenkins de l'autre, des fois, certains applicatifs ont poussé la limite un peu plus loin avec SoulStack et un peu moins avec Jenkins et vice-versa, ça dépendait. Donc, on avait quand même quelque chose qui n'était pas tout à fait homogène, pas trop homogène même, hein, pour tout dire. Et donc, l'idée, c'était de retravailler tout ça. Donc, du coup, le point de départ de tout ça, ça a été donc de se dire, on veut faire évoluer les choses. Donc, quel est le point de départ? Alors, c'est donc, en toute franchise, finalement, on n'a pas fait du Kubernetes à l'époque en se disant, voilà, on va faire le tour de toute la question, de tout ce que peut apporter Kube et de toutes les problématiques qu'on va voir, et puis on se dit, on y va. Non, finalement, ce qui s'est passé, c'est que la problématique de départ, ça a été de se dire, voilà, on ne veut plus trop voir de monite, on veut avoir un meilleur suivi des services, on veut passer sur de la conteneurisation, revoir un petit peu en même temps le mode de déploiement. Et donc, du coup, tout ça fait que rapidement, et avec les outils qui sont de la tendance actuelle,
l'idée, ça a été de se dire, voilà, on passe à Kubernetes. Alors au début, on se fait, ouais, super, coucou, c'est génial. On va faire un POC sur Kubernetes, donc c'était en octobre 2018, ça, et essayer de voir si on peut en tirer quelque chose. Alors pourquoi je dis au début c'est génial et coucou, c'est qu'en fait, vous allez voir que petit à petit, si on tire la pelote de laine et on va tirer des problématiques et on va trouver d'autres outils, on va avoir besoin de trouver des solutions, revoir ses méthodes de travail, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui finalement est difficile à appréhender au tout départ. Alors si on a des grandes équipes avec des gens dédiés à organiser ces projets, etc., effectivement, on peut imaginer faire le tour de la question dès la première étape. C'est quand même quelque chose qui est difficile à entreapercevoir, notamment après sur les questions de choix techniques également. Alors, si je dis on déroule la plot, on va prendre un petit peu la manière dont ça s'est un petit peu déroulé chez Weborama. C'est que donc on est parti, on s'est dit on va faire du Kubernetes. Donc première chose dans Kubernetes, par exemple, première question qu'il a fallu se poser, c'est quel container network, donc CNI, on choisit. Chez Weborama, on a fait le choix, et je dirais le bon choix, c'est de faire du KubeRouter, qui n'est pas celui qui a le plus de capacité, mais en tout cas, vous allez le voir dans la troisième partie, pardon, qui permet d'apporter des solutions, tout en restant simple, d'apporter des solutions très efficaces. Donc on va le voir, l'intérêt de KubeRouter pour nous, c'est de pouvoir exposer les pods via leurs IP, en tout cas de pouvoir faire en sorte que les routes présentes sur chaque worker ou chaque master de notre cluster cube permettent de joindre les différents pods qui sont portés par chacun des nœuds. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est vital avec un deuxième outil qui est Consul. Donc, du coup, voilà, vient aussi Consul. Alors, Consul Sync, plus exactement. Donc, comme je vous disais auparavant, on utilisait Consul. Donc, Consul qui est une registry de service. Donc, registry de service, ça veut dire quoi? Ça veut dire un service. Donc, un service, la manière de fonctionner, c'est on a déjà Consul fourni un DNS, on n'est pas obligé d'utiliser, mais derrière, ça va permettre de recenser les IP et les ports qui portent ce service. C'est-à-dire, on a un service, on a différentes instances. Eh bien, Consul va permettre de fournir un DNS pour le service et ça va nous permettre de savoir sur quel IP et quel port est porté ce service. Donc ça, c'est un élément assez important. Et quand on cumule les deux, donc KubeRouter qui permet donc, de joindre les pods par leurs IP au niveau de chacun des nœuds, plus Consul Sync, c'est-à-dire de savoir que ces IP portent tel ou tel service et permet également donc, de faire du load balancing simple DNS, qu'on va dire, et bien du coup, ça apporte une solution qui est assez importante, on va le voir par la suite. Alors vient ensuite une question, c'est dès lors qu'on commence à se dire on va déployer des choses, comment va-t-on faire le déploiement? Donc le choix, bien sûr, ça a été de se tourner vers du GitOps en mode pool avec Flux et Helm, qui est une solution qui est assez éprouvée maintenant, largement éprouvée. Une organisation où on a différentes branches, donc une branche, un dépôt Git unique, avec une branche par cluster, et par cluster Kubernetes, et donc une organisation comme ça, plus bien sûr ensuite un fonctionnement qui vient avec les merge requests, etc. Ce qui fait qu'en termes d'organisation de travail également, ça a permis de structurer beaucoup de choses. Les devs maintenant n'ont plus quasiment qu'à à pousser des merge requests qui sont validés au niveau SRE pour les déploiements Kubernetes. Et derrière, donc, les déploiements se font en mode GitOps, en mode pool. Alors, une fois qu'on a fait des déploiements de quelques applicatifs, se pose la question de se dire, voilà, il va falloir monitorer les choses. Alors, comme je vous disais, on avait Zabbix auparavant, sauf que Zabbix et Kubernetes, on en revient, quoi qu'il arrive, à faire du Prometheus pour pouvoir se brancher finalement sur l'API de Kubernetes et avoir le dynamisme qui va permettre de suivre les pods. Donc, on crée des pods, on les supprime, les IP sont créés et supprimés en fonction des restarts de pods, etc. Et donc, du coup, comme Consul permet également de suivre ça, Prometheus permet également de suivre ces évolutions finement et dynamiquement, donc grâce à ce qu'on appelle les SD config. Donc, du coup, on a fait ce choix, bien sûr, de partir dans Prometheus, qui est un peu incontestable pour Kubernetes. Alors,
ensuite, c'est poser la question de se dire, mais est-ce qu'on va maintenir finalement deux outils de monitoring, ce qui était possible avec Zabbix, de se dire, tiens, avec Zabbix, on va aller récupérer les métriques de Prometheus. À l'époque, c'était encore un petit peu jeune, qu'on va dire, pour pouvoir faire ça au niveau de Zabbix. Prometheus fonctionnait bien. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de se dire, non, finalement, on va tourner la page complètement de Zabbix. On n'en est pas tout à fait satisfait sur différents petits points, quoi. Et donc, on va partir vers une centralisation. Donc, on a plusieurs clusters Kubernetes, on a des Prometheus sur chacun de ces clusters. Eh bien, il va falloir centraliser ces métriques parce qu'il n'est pas question d'avoir des systèmes d'alerting qui vont être diffus aux quatre coins et essayer de centraliser tout ça pour faciliter les choses, notamment quand on a de l'astreinte, etc. Donc là, centralisation, donc le choix se fait au niveau des back-ends. Hein. Prometheus, il y a un système de back-end où on va se brancher dessus. Il y a différents outils, Victoria Metrics, etc. Le choix a été fait sur Thanos, qui est un outil qui est assez reconnu aussi dans ce domaine-là. Et l'avantage de Thanos, lui, c'est vraiment dans tous les cas, ces outils-là permettent de centraliser des Prometheus. Donc Thanos le fait avec notamment du downsampling, ce qui permet, on va le voir après, d'essayer d'avoir une sorte de achat et au niveau de Prometheus et de pouvoir centraliser les métriques tout en évitant la duplication des informations. Alors, pourquoi Zabbix et Prometheus ou autre et pas trois petits points. Donc je crois que j'ai répondu à la question, David. Pourquoi... Ouais, ok. Donc l'idée, c'était ça, mais alors, avec dès lors a commencé à émerger cette problématique-là, c'est de dire on a des clusters cubes un peu à droite, à gauche. L'idée, c'est l'unicité. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, il faut qu'on soit très rigoureux sur la manière dont on le fait, et ça doit être similaire dans les différentes infrastructures. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de choisir un outil parce qu'il est sympa ou parce que telle équipe le trouve assez sympa et pratique dans son cas de figure. Si on n'a pas l'intérêt de le généraliser partout, on va éviter de se tourner vers ce genre d'outil-là pour rester cohérent et avoir une maintenance qui est quand même assez facilitée. La maintenance est assez cruciale, comme je disais, au contenu des équipes que l'on a et de l'infrastructure qu'on a à gérer. Alors, par exemple, dans le genre de choses qui s'est tout de suite avéré nécessaire, c'est quand on est parti vers Flux et Helm. Au début, on peut se dire, tiens, on va créer une Helm chart pour déployer un microservice donné, puis on en recrée un autre pour un autre microservice, et ainsi de suite, de cette manière-là. Très rapidement, on se rend compte que il faut une charte unique qui va permettre, donc on est dans un outil de templating, hein, c'est quand même sa finalité, et on va avoir une charte unique qui permet de faire le déploiement à la fois d'outils de tooling, d'accompagnement, donc par exemple des exporteurs Prometheus, par exemple beaucoup d'exporteurs Prometheus, qu'on va dire, des petits outils au niveau qui peuvent venir compléter Consul, et puis également, donc on va utiliser la même charte pour pouvoir faire nos déploiements applicatifs métier, on va dire. Et ça, c'est une volonté pour garder cette cohérence forte et faire en sorte que tout rentre dans une même charte. Comme ça, on a la maintenance uniquement sur cette charte de réaliser. Après, on a quelques chartes qui sortent un petit peu des sentiers battus parce que voilà, elles sont bien à l'origine, elles gèrent le cas de figure qui est un peu complexe à gérer et qu'on ne veut pas pour, on va dire, entacher notre charte interne. Mais voilà, la logique, c'est d'essayer de faire ça. On a ensuite utilisé, bien sûr, quand on parle monitoring, on parle alerting. Là, le couple logique avec Prometheus, c'est Alert Manager, donc là, qui a été installé au niveau de chacun de nos clusters. Et puis également, donc la nécessité, bien sûr, de réaliser des graphes avec Grafana. Le déploiement ensuite, donc on n'a pas vu, mais les exporteurs. Donc là, les exporteurs, hein, la panoplie d'exporteurs est assez importante. Hein. Il faut savoir qu'on utilise des technologies comme Couchbase, RabbitMQ, Redis, MySQL, enfin bon, que sais-je, on en a vraiment pas mal. Donc à chaque fois, c'est des exporteurs qu'il faut mettre en place. Mais une fois qu'ils sont mis en place, finalement, donc déjà un exporteur, c'est assez simple à mettre en place pour les plus courants. Et une fois que c'est mis en place, finalement, on peut factoriser un peu dessus parce qu'on a des infras qui se ressemblent d'un cloud provider à un autre ou sur notre data center.
Et puis, donc là, c'est quelque chose qui, plus récemment, on a commencé à mettre en place, c'est la centralisation de logs via EFK, donc Elasticsearch, Fluentbit et Kibana. Donc là, vous voyez que c'est tout cet ensemble, hein, quand on passe à Cube, c'est tout ça qu'il faut mettre en marche avec une autre manière de fonctionner, c'est-à-dire que tout ça, avant, bah, c'était de l'installation qu'on aurait pu imaginer sur une ancienne stack avec SaltStack, par exemple, dans notre cas de figure. Là, en l'occurrence, tout ça vient bah, dans les dépôts de chacun des clusters Cube pour pouvoir s'installer d'un bloc. L'avantage, c'est quand on crée un nouveau cluster, par exemple sur le GKE, où c'est très simple donc, de créer un cluster avec Terraform, c'est quelques lignes de code, et bien finalement, on crée le cluster, et une fois qu'on a créé le cluster, on copie une branche existante qu'on considère un peu comme satisfaisante, on vient balayer un petit peu, faire la toilette dedans, et on repousse tous les outils, et on se retrouve avec cette trame d'outils, de tooling en interne. Weborama, non, alors Loki et Promtail, c'est quand même quelque chose qui est assez récent, et c'est pas, on va dire, c'est pas encore quelque chose de très courant au niveau de Kubernetes, c'est pas l'outil qui a fait ses preuves le plus, qu'on va dire, hein, c'est plus ça. Si on regarde par exemple au niveau de GKE, c'est très simple, hein, le choix qui peut se faire assez vite pour nous. On prend GKE, on regarde le kube system, donc le namespace kube system de GKE. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve du Fluentbit. Et donc, on se retourne tout de suite. On se dit, tiens, Fluentbit, on l'a déjà dans le GKE. Bah, pourquoi pas l'appliquer ailleurs? On voit du Fluentbit, on se dit de l'Elasticsearch, parce que nous, en interne, on a déjà fait de l'Elasticsearch, on en fait encore. Et après, un Kibana, et entre guillemets, le tour est joué. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. Et bien sûr, comme je vous disais, donc l'idée c'est généralisons, donc c'est-à-dire que cette infrastructure-là qu'on retrouve pour chaque cluster cube, hormis la partie centralisation qui est un petit peu plus spécifique, toute cette stack est déployée pour chaque cluster cube. C'est-à-dire dès qu'on en monte un, peu importe le nombre de pods qu'on va mettre dessus, on va déployer l'ensemble de la stack. Alors généralement, on ne va pas avoir que 1 ou 2 pods qu'on va monter, hein, fort heureusement, mais voilà. Alors la solution mise en place, là, on va voir un petit peu tout ça un peu plus en image, en tout cas en schéma, pour vous faire comprendre un peu quel est l'intérêt par exemple de KubeRouter et l'organisation qu'on a mis derrière tout ça. Alors, derrière, voilà, on avait vu, on a nos cloud providers et on retrouve nos 2 data centers, donc Aubervilliers, Saint-Denis. À savoir qu'en termes de communication, mais ça on va le revoir un petit peu après, on ne fait pas de la communication entre cloud, c'est-à-dire entre GCP et Yandex, il y a très peu de communication, on va plutôt GCP vers nos DC, Yandex vers nos DC ou inversement, mais voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Chaque groupe a sa manière un petit peu d'organiser les choses, c'est-à-dire que ce soit sur GCP ou sur Yandex, d'un point de vue cloud, déjà on retrouve des projets. Donc sur GCP, ça s'appelle projet. Sur Yandex, ça s'appelle des folders, mais c'est le même principe que des projets sur Yandex, sur GCP, pardon. Et donc, c'est des boîtes logiques dans lesquelles on va avoir nos instances, on va avoir des GKE, on va avoir un ensemble de services managés, etc. Donc ça, c'est des boîtes qu'on va retrouver quoi qu'il arrive. Ensuite, dans chaque boîte, on va avoir, dans notre cas de figure, on a un dépôt unique, mais on va avoir splitté ces éléments-là en répertoire pour chacun des projets en question. Donc, en l'occurrence, spécifiquement pour Kubernetes, on va retrouver donc du GCP qui est installé du GKE pardon, qui est installé avec du Terraform. Alors là, je parle du GKE uniquement, mais on a aussi des instances des GCE qui sont également installées, etc. Mais on va retrouver donc pour chaque projet un ou plusieurs GKE. Généralement, encore, on a un seul GKE hein, ou un seul cluster cube pour chaque projet. L'idée, c'est de se dire on a un cluster cube pour chaque projet et celui-ci porte le monitoring pour l'ensemble du projet, c'est-à-dire à la fois ce qui est interne à Kubernetes, mais aussi si on a des instances, des instances GCE, des computes, on va pouvoir également les monitorer grâce au Prometheus qui est présent dans GKE. Pas question de démultiplier les choses. Donc on va se retrouver donc avec aussi sur Yandex du Kubernetes managé. Et puis au niveau de nos data centers, donc on retrouve, comme je vous disais, des clusters qui sont déployés cette fois-ci grâce à SaltStack, plus du cube ADM, couplé avec du cube ADM. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est donc assez standard, tout ça. À l'intérieur de chacun des projets, du coup, on va avoir un GKE, comme je vous disais, et ce GKE, on va venir le découper en namespace.
ce qui est fait pour. On va retrouver 2 namespaces, quoi qu'il arrive. Le namespace SRE qui va nous permettre de déployer, donc on va le voir, la partie Flux, notamment la partie Helm. Un namespace dédié au monitoring, et ensuite des namespaces dédiés aux équipes de développement, donc ce qu'on appelle les SE chez nous, donc pour Software Engineer. Donc on va retrouver pour chacun ces briques. On va avoir une gestion des ressources de quota au niveau de chacun des namespaces, autant que possible, et pour éviter bien sûr tout débordement et garder une maîtrise aussi, in fine, des coûts finalement, avec une meilleure maîtrise de nos clusters, notamment quand on est dans le cloud. Donc ça, on va le retrouver pour chacun. Vous voyez, ça, c'est comme si on avait deux clusters, hein, ici, 2 clusters Kubernetes. On va retrouver ces éléments-là, et quoi qu'il arrive, on applique ces éléments-là grâce notamment à, je vous disais, à un dépôt unique et une branche pour chacun des clusters cubes. À l'intérieur de ces branches, on découpe ça avec des répertoires dédiés au namespace. Et voilà. Alors, petite question, tu n'utilises pas Grafana plutôt que Prometheus? Alors, Prometheus et Grafana, c'est 2 choses complètement différentes. Grafana, c'est l'outil qui va permettre de grapher finalement, donc c'est-à-dire de visualiser les métriques. Prometheus, et notamment Thanos ensuite, c'est les outils, donc les time series database, qui vont permettre de stocker les métriques de manière compacte, et Grafana va venir se plugger dessus pour exploiter ces informations. J'espère que ça a répondu à ta question, Thibaut. Donc à l'intérieur des namespaces, ensuite, on va venir déployer, alors, soit toujours les mêmes outils, finalement, donc dans le namespace SRE et dans le namespace monitoring, on va retrouver un gros bloc d'outils qu'on va retrouver à chaque fois, plutôt que Prometheus. Non, alors, Prometheus, c'est vraiment un outil qui va permettre l'autodiscovery dans Kubernetes, dans le cloud, très facilement. Un FluxDB, c'est un autre fonctionnement, qui a son intérêt aussi, hein, parce qu'il fonctionne sans back-end, à la différence de Prometheus, où on a besoin de Thanos, mais en tout cas, il est moins adapté d'un point de vue dynamique à tout ce qui est conteneurisation, cloud, etc. Après, c'est voilà, c'est notre choix, et voilà. Donc, dans le namespace SRE, on va par exemple y déployer Flux, on va y déployer le Helm Operator, on va y déployer ConsulSync. Alors ConsulSync, lui, ce qu'il va permettre, c'est de recenser au sein d'un cluster cube l'ensemble des pods qui vont être déployés. Donc on va les auto-découvrir suivant des annotations. Et suivant ces annotations, on va aussi pouvoir taguer. Alors, aujourd'hui, on ne va pas trop en parler, mais on se sert des tags notamment pour le load balancing. Par exemple, on va ajouter sur des déploiements cubes, on va ajouter une annotation UI pour nos interfaces graphiques. Et du coup, automatiquement, ce tag UI va remonter au niveau de nos consuls master et notre fédération de consuls, qui va être interrogé ensuite par consul template qui est situé au niveau de nos load balancers. Et du coup, nos load balancers vont tout de suite intégrer dans leur configuration en automatique, en dynamique, ces entrées pour pouvoir avoir accédé aux interfaces graphiques couplées à du DNS à côté. Alors ensuite, hop là, on a donc, voilà ce que je viens d'expliquer ça. On a ConsulSync qui remonte tout ça au niveau d'un consul master. Le consul master, lui, donc vous voyez, on est dans la boîte projet. Ici, on a un cluster cube qui est à l'échelle d'un projet. Donc, on a un consul master, donc, qui est composé de 3 nœuds minimum, qui est chargé donc, au niveau de chaque projet GCP, par exemple, ou au niveau de chacun de nos DC, de récupérer les informations. Alors, adapté en fonction des environnements, bien sûr, on split en production et en pré-production. Et derrière, donc, on va avoir chaque consul master, donc ça veut dire qu'on va avoir un consul master par exemple, pour le projet 1 sur GCP, pour le projet 2, on va avoir un autre consul master, etc. Et ensuite, on va faire une fédération de l'ensemble des consuls master qui va permettre d'avoir une connaissance sur l'ensemble du parc de tous les DNS disponibles, de tous les services, au sens consul du terme, de tous les services disponibles. Alors ensuite, le monitoring, comment il est comment meublé, entre guillemets, ce namespace monitoring. On retrouve donc le Prometheus opérateur qui va nous permettre de déployer des Prometheus, et on déploie 2 réplicas du Prometheus. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on perd un des Prometheus, on ne va pas perdre le second, et du coup, on évite de perdre de la data. Prometheus, on a une configuration qui fait une rétention de 4 heures à peu près. Et du coup, on envoie les données dans Thanos. C'est
pour ça qu'on a une rétention que de 4 heures, puisque la donnée, le vrai stockage final est fait dans Thanos, où on a un seul Thanos, et ce Thanos récupère à la fois les informations des Prometheus, des différents data centers, et des différents projets de cloud provider, puisque dans chaque projet, du coup, on a des Prometheus. Donc tout ça est envoyé vers un Thanos en production ou un Thanos en pré-production, avec un Grafana qui vient interroger le Thanos de la même manière qu'on interroge un Prometheus classiquement, quoi. On a donc un alert manager également qui est déployé au niveau de chacun des Prometheus opérateurs, au niveau de chacun pour coupler le Prometheus, pardon, pour déployer les alertes. Et on a également différents exporteurs. Alors là, c'est assez variable, les exporteurs, en fonction de ce qui accompagne le cluster cube et ce qu'il y a dans le cluster cube. Du coup, on va retrouver des exporteurs dédiés à Consul, qui vont nous permettre d'avoir un monitoring, on va dire un double quasi-monitoring en monitorant les services Consul en même temps. On va avoir des exporteurs, je vous ai dit, pour MySQL, pour Couchbase, pour Redis, pour Elasticsearch, etc. L'idée maintenant, pour nous, c'est un exporteur, on évite de le mettre en dehors de Kubernetes. Par exemple, on a une grosse partie de nos bases de données qui sont en data center, qui sont sur du serveur physique, par exemple Couchbase ou Elasticsearch. Eh ben, on aurait pu très bien imaginer installer des exporteurs sur chacun des nœuds, par exemple du cluster Elasticsearch. On n'a pas fait ça, on a fait le choix plutôt de se dire, tiens, on va les porter dans Kubernetes, dans un namespace où ça a du sens de le mettre dedans. Comme ça, on se retrouve vraiment avec un monitoring, on sait que tout est dans Kubernetes, en tout cas la plupart, il y a 2-3 petites exceptions. Mais voilà, ça nous permet de se dire, voilà, tout notre monitoring est dans Kubernetes, avec la résilience que ça apporte également. Et puis à côté, donc on a nos équipes de dev qui eux, peuvent pousser finalement leur développement. Le monitoring, je vous en ai parlé, donc du coup, on se retrouve avec un schéma global qui est comme ceci. Donc là, les petits pointillés en blanc représentent la production, en gris représente la pré-production, et donc on se retrouve avec des projets de production, des projets de pré-production dans chaque cloud provider, donc idem pour Yandex, et du coup, on va faire remonter nos informations de Prometheus dans Thanos, et Thanos, son avantage, c'est qu'il fait de la déduplication, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 2 fois la métrique, puisqu'on lui remonte 2 fois la métrique, il va nous la refournir qu'une seule fois en termes de stockage. Tu peux expliquer à quoi sert Thanos exactement? Alors, je ne vais pas faire un cours, sinon on va... Thanos, c'est un back-end de stockage longue durée, de stockage froid, quoi, en fait, pour Prometheus. Donc, il va permettre de stocker les métriques sur une longue durée en évitant de fortes consommations de ressources et pour de plus forts volumes de métriques que ne saurait le faire Prometheus sur une longue durée. Voilà. Donc, on retrouve ceci. Et donc, ensuite, au niveau des équipes de dev, en gros, on va retrouver donc des Helm-Release, on va retrouver des cron jobs, et comme je vous disais, les Helm-Release utilisent notre charte Helm interne qui, elle, est unique. Alors, comment communique tout ça et pourquoi on va considérer qu'on est agnostique? Parce que ça va un petit peu plus loin, le terme agnostique, que de se dire on a mis du cube partout et finalement, voilà, on fait du cube partout et finalement c'est simple, on n'a que du cube partout. Alors, ce n'est pas vrai parce qu'en fait, on a, comme je vous disais, des VM, on a des instances dans GCP, sur Yandex également. Et donc finalement, nous, l'agnosticité, on va la définir un petit peu autrement. Donc l'agnosticité est apportée par le fait qu'on emploie partout la même chose, mais également parce que pour nous, un pod a à peu près la même valeur qu'une VM. C'est-à-dire que, en gros, grâce à Consul, un pod, il est joignable par un DNS, il est joignable par son IP, peu importe où on soit sur notre infrastructure. Ce qui n'est pas de base, on va dire, le cas le plus classique au niveau de Kubernetes. C'est-à-dire que si je veux, on va se faire un petit exemple, mais si je veux d'un DC interroger un pod sur GCP, je vais pouvoir y accéder grâce à un DNS qui va me rediriger vers son IP. Et si son IP, donc le pod est détruit, on le perd, un crash loop ou autre, on le perd, il est relancé, donc son IP va changer, et bien ce qui va se passer, c'est que
consul va être mis à jour, les IP vont être du coup remontés au niveau de consul, et du coup, quand on va l'interroger toujours par son DNS, qui lui n'aura pas changé, on va pouvoir toujours continuer à le joindre. C'est ça vraiment une des forces aussi de l'ensemble de ce système. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On va avoir des IPsec, alors soit on va dire natifs au cloud, managés dans le cloud, comme ça peut être chez GCP, soit des IPsec mis en place par nous hein, et managés par nous. C'est le cas au niveau de nos DC et de Yandex. Alors l'intérêt des IPsec, c'est quoi? C'est que chacun des IPsec ici va se voir porter et attribuer la route de fournir les routes relatives notamment, et pas que, mais notamment des pods des clusters cubes qui sont dans son enveloppe, dans son projet. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisque derrière, donc, on a un cœur de réseau à base de BGP, donc on va remonter toutes ces routes de manière dynamique, grâce à du Bird au niveau de chacun de nos IPsec, donc la technologie en question. On remonte ça à notre cœur de réseau, et notre cœur de réseau, c'est lui qui va faire en sorte que toutes ces routes vont être rediffusées sur l'ensemble de nos DC et de nos cloud providers, finalement. Et du coup, c'est ce qui fait que à la fois, on va avoir la résolution, donc il faut deux choses pour pouvoir joindre un pod. Il faut la résolution DNS pour savoir quelle IP on va joindre, et ensuite, il faut savoir comment et quel chemin on doit réaliser, quelle route on doit suivre pour pouvoir joindre ce pod. Donc, on a les deux grâce à ConsulSync, KubeRouter d'un côté, plus en même temps nos IPsec et notre cœur de réseau BGP. On a donc la possibilité, d'une part, de pouvoir faire donc la première partie, la résolution du nom, et d'autre part, le routing qui va suivre derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et c'est là où on a un côté agnostique également. Pourquoi? Parce que si on a autre chose qu'un pod, c'est-à-dire une VM ou une machine physique, ça va être exactement le même principe. On va remonter, on va avoir des routes, elles vont être mises à jour en dynamique, notre cœur de réseau va le diffuser partout, et on va se retrouver à joindre exactement de la même manière un pod qu'une VM, qu'une machine physique. Pour nous, c'est quelque chose qui est très très important. Donc si on prend le cas, un exemple, on va dire, j'ai un service à gauche, j'ai un service qui veut communiquer avec un autre service à droite. Donc là, j'ai un service svcb.yandex.webo.consul. Donc en gros, c'est l'URL qui nous est fournie par Consul. On n'a rien de manuel à faire pour pouvoir l'avoir. On sait que ce service, il est porté par une seule instance, qui est en 10.68.1.22 sur le port 8080. Tout ça, c'est remonté grâce à nos consul master. Et comme je vous ai dit, il y a une fédération de consul, donc on utilise ce qu'on appelle le consul one, qui permet de tout fédérer en un endroit, principalement dans nos DC. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai besoin d'utiliser ce service ici. Le service A veut communiquer avec ce service B qui est à droite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va résoudre le DNS donc, du service svcb.yandex.webo.consul. Pour résoudre ce DNS, il va utiliser le consul master qui lui fournit du DNS grâce à du DNS mask par exemple. On va pouvoir attaquer le consul master. On va avoir donc l'IP et le port. Et grâce à cette IP et ce port, on va passer ensuite à travers l'IPsec. L'IPsec, lui, va être en mesure de savoir, donc comme nos routes ont été diffusées, je vous ai rappelé, de manière dynamique, grâce à notre cœur de réseau, on va savoir que pour joindre ce pod en 10.68.1.22, on va utiliser cette route-ci, et du coup, on va utiliser le tunnel IPsec, on va se rendre sur Yandex, on va interroger le pod, et on va revenir. Donc voilà le principe de diagnostic, donc avec deux niveaux très importants. S'il y a une chose à retenir dans cette présentation, c'est d'une part l'organisation des namespaces, etc. Ça me semble assez intéressant, mais surtout l'aspect résolution de DNS consul pour joindre les pods, et en même temps le routing dynamique du coup, qui va permettre de, quoi qu'il arrive, de retrouver les pods, peu importe où on se situe. Alors ça nous permet une chose importante que je ne vous ai pas mentionnée, c'est qu'on n'utilise pas d'ingress dans la plupart de nos clusters Kubernetes. On n'a pas d'ingress controller, sauf pour un cas particulier. Mais sinon, on n'a pas d'ingress controller. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de faire de routing dans une couche élevée, en HTTP par exemple. On n'a pas besoin d'utiliser des headers, etc. Là, on va faire juste du DNS, du load balancing DNS. Si on a plusieurs instances, c'est le load balancing DNS de consul qui va nous permettre de faire les choses. Alors certes, on n'a pas un niveau de finesse qu'on pourrait avoir si on veut faire vraiment des choses ultra fines, mais pour nous, c'est largement suffisant, et vous voyez que du coup, ça nous apporte
par ailleurs, ça nous apporte pas mal de choses, ce qui nous évite de nous poser trop de questions sur les choix à faire. Alors, en termes de bilan, un petit peu, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que ça fait? Alors c'est un peu magique, on va dire par rapport aux ressources que l'on a. Moi, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de présenter et de tenir ce talk, hein, c'est donc le fait d'avoir quelque chose qui est, quand même relativement simple sur l'ensemble des outils utilisés et efficace. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Heu, Par contre, au quotidien, c'est en fait, donc je vous disais avant, on crée des VM et cetera. Au quotidien, c'est on fait beaucoup de Kubernetes, hein. On va avoir vraiment beaucoup, beaucoup de Kubernetes. Donc on va avoir déporté une partie, un type de travail vers un autre type de travail. L'ancien, il nous en reste encore, hein. On a encore, des choses qu'on fait bien sûr, sur la gestion plus classique, mais on va changer, sa manière de travailler ou les choses sur lesquelles on va travailler. Donc ça, il y a des choses qui vont être rendues plus intéressantes, d'autres moins intéressantes, mais il va falloir s'adapter, quoi. Ensuite, on a obtenu le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire l'homogénéisation des services. Ça, clairement, on l'a obtenu. On a même, poussé les choses un peu plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui est en Go, bien sûr, on l'a passé très facilement dans du conteneur, mais on a même forcé un peu la main à du code Perl pour pouvoir le mettre en conteneur et pour pouvoir le packager et finalement se dire: «Allez, on le met dans Kube», avec une espèce de boîte autour et on essaye que ça tourne au mieux et gérer dans Cube, finalement, pour nous, ça nous apporte la simplicité puisque finalement, on retrouve quelque chose d'homogène. Ensuite, on retrouve l'autoscaling, bien sûr, de Cube et l'auto-guérison. Ça, c'est indéniable. Et encore, on ne pousse pas les choses trop loin de notre côté. On pourrait les pousser un petit peu plus loin. Donc, on a encore des choses qu'on va pouvoir pousser plus loin. Les facilités de déploiement, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est pratique. C'est-à-dire que généralement, comment ça se passe? Au niveau de l'équipe SRE, on fait un premier déploiement, donc pour avoir un manifeste Cube, une Helm release, par exemple. On va la mettre un peu comme tel qu'on le souhaite, si on en fait d'autres. Et puis derrière, ce qui va se passer, c'est on va passer la main aux devs. Et les développeurs, eux, quand ils vont avoir fait leur application, qu'ils vont vouloir la déployer, ils vont nous faire une merge request en repartant d'un modèle. Et derrière, ils vont pouvoir déployer avec une certaine autonomie, ce qui est quand même assez pratique. Le monitoring, quelque chose qui est quand même capital, notamment au niveau de Kubernetes, et aussi parce qu'on fait du cloud, parce que derrière, on a besoin de gérer la ressource, à la fois dans le cloud, mais aussi au niveau de Kubernetes, pour poser les bonnes limites, pour poser les bonnes requests. C'est-à-dire, on fait un premier déploiement, on ne sait pas trop combien on va mettre de limites ou de requests. Eh bien, on va réajuster, et ça, sans monitoring, clairement, on est totalement à l'aveugle. Autant que sur une VM, on pourrait fermer les yeux et on regarde quelques mois après qu'est-ce qui se passe. Autant que dans Kubernetes, le mieux, c'est de pouvoir ajuster, et à partir de monitoring, on peut l'ajuster très, très rapidement. L'inconvénient du monitoring, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Vous sentez quand même qu'il y a une petite couche de quoi, il faut se mettre dedans, quoi, en fait, hein. Donc, Prometheus, qu'est-ce qui est porté dans les confs de Prometheus, qu'est-ce qui est porté dans les confs de Thanos, le Prometheus opérateur, parce que là, on sent que c'est homogène. Néanmoins, parfois, on va déployer du Prometheus avec du Prometheus opérateur pour nos data centers notamment, et puis dans d'autres cas de figure, on va déployer du Prometheus simple sur GCP, sur GKE par exemple. Donc, un peu de complexité de ce côté-là. Et puis souvent, on prend du recul au niveau de l'équipe et on se dit finalement, est-ce qu'on n'a pas un overhead? Est-ce que le fait d'être passé à Cube, c'est pas du temps qu'on aurait pu passer à autre chose? Et ça, il faut toujours se le garder en tête. Pourquoi se le garder en tête? Parce qu'il faut se dire, Cube, c'est certes ambitieux de se dire que c'est un outil diagnostique, en tout cas à notre échelle, en termes de ressources que l'on a. Pour nous, c'est quelque chose qu'on considère comme tel. Et du coup, si on le considère comme tel, qu'est-ce qu'on va faire? On va capitaliser dessus. C'est-à-dire que dès que quelque chose arrive, on va dire, est-ce qu'on ne peut pas le passer sur Cube? Alors la base de données, on a fait quelques tests pour certaines choses. Il y a des bases de données qu'on a passées sur Cube sans trop de difficultés. D'autres, les choses qui demandent de fortes ressources, bien sûr, on ne passera pas sur Cube et il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Néanmoins, voilà, il faut se poser les questions. Comme je vous disais tout à l'heure, le monitoring, par exemple, le monitoring d'Elasticsearch ou de Couchbase, pourtant, ce sont des machines qu'on a physiquement. Eh bien, on va placer les exporteurs dans Kubernetes. C'est quelque chose, on se dit, voilà, on va capitaliser dessus, on les centralise à un endroit, ça nous apporte au moins ça nous apporte l'organisation dans les dépôts, etc. On n'a pas besoin de recréer d'autres dépôts et on va avoir un suivi qui va être assez intéressant.
Voilà, merci à tous. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Au passage, donc du coup, on recrute. Si vous êtes SRE, si vous êtes développeur Go, on recrute également en front, je crois sur du Vue.js. On recrute également. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas si je serai en mesure de répondre à toutes vos questions, parce que comme je vous disais, voilà, moi je suis encore jeune, 1 an, on peut considérer que c'est encore jeune dans ce type d'infrastructure. Néanmoins, bon, voilà, c'est notre quotidien et on fait du cube un peu en permanence. Est-ce que vous avez des questions ou des choses par rapport au schéma, si vous voulez qu'on revienne sur 2-3 éléments, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme élément pour vous suggérer des questions éventuellement? Peut-être. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment. Nous, voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important. Vraiment, les 2 points à retenir, très, très important. Consul-Sync plus KubeRouter. Alors après, Calico aussi permet d'autres, est plus complet que KubeRouter, mais KubeRouter, pour nous, suffit pour notre utilisation. Et derrière, le cœur de réseau avec du BGP qui est donc alimenté grâce à Bird au niveau de nos IPsec pour remonter les informations, remonter ces routes, les rediffuser sur l'ensemble du réseau. Ça, c'est les 2 choses qui sont extrêmement importantes au niveau d'infrastructure. Et après, le reste, on peut considérer que c'est plus de l'organisation finalement, de se dire on fait partout pareil. Je dirais c'est une évidence. Au quotidien, c'est pas si évident que ça finalement, parce que par moment, on va vouloir se dire allez, on veut faire un peu plus vite, et finalement, on va essayer de bypasser un peu le truc. Non, il faut revenir toujours à se dire on standardise et il faut faire ça au quotidien. Tu sens des besoins qui montent en Go, c'est plus global que du SRE Weborama comme question. Oula, ah ouais, tu poses une question, est-ce que des besoins qui montent en Go? Go, oui, bien sûr que c'est très très utilisé. On le voit au niveau du système, hein, tous les exporteurs, la plupart sont faits en Go. Beaucoup d'outils comme Consul sont faits en Go, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont développées en Go. Chez nous, alors, ouais, le Go et le Perl, l'intérêt du Go, c'est surtout l'efficacité du langage. La faible consommation de ressources, nous on le voit assez largement. Les microservices qu'on a basculés de Perl, par exemple, à Go. Alors, après, bien sûr, à chaque fois, il faut aussi tenir compte qu'on fait les choses un peu différemment aussi, on améliore les choses, mais on voit que les consommations en termes de ressources, des fois, on a des microservices en Go qui consomment vraiment très très peu de RAM et qui jusque-là, on aurait eu tendance à les mettre sur des VM, mais une VM était 1000 fois trop grosse, quoi, pas 1000 fois, allez, 100 fois trop grosse pour certains services qui sont en Go, quoi. Et puis c'est un langage qui est très adapté aussi, dès lors qu'on veut faire du scaling. Nous, on a des pods qui vont scaler, je sais pas, jusqu'à 50 fois. Ça fonctionne extrêmement bien. Quelle est la différence entre le cœur de réseau et Consul? Ah, ça n'a rien à voir. Le cœur de réseau, bien sûr, on est sur des couches basses, hein, au niveau du modèle OSI, hein, on est sur des couches très basses. Sur Consul, on va être sur des couches beaucoup plus élevées, on va être sur du DNS au mieux, voire plus haut encore, parce que Consul permet de faire d'alimenter nos load balancers, pardon. Donc ça n'a strictement rien à voir. Comme je disais, Consul va nous apporter la connaissance de savoir où on va trouver quel DNS répond à quel IP et quel port. Donc, dès lors qu'on a un DNS, quel IP, quel port, derrière, le problème, c'est de savoir comment on va rejoindre cette IP. Quoi qu'il arrive, sans réseau, sans routing, on ne va jamais pouvoir joindre cette IP. Si vous n'avez pas de route sur votre laptop, si vous avez un Linux, si vous faites un IPR, vous n'avez pas de route pour pouvoir permettre d'accéder à un range d'IP, alors que des fois, vous tapez sur un range qui est par défaut, donc l'ensemble des IP, vous allez pouvoir accéder nulle part, puisqu'en fait, même si vous savez que Google, le DNS de Google, par exemple, c'est 8.8.8.8, eh bien, si vous savez le résoudre, c'est une chose, mais le résoudre ne fait pas que vous allez pouvoir l'atteindre physiquement. Après, il peut se rajouter en plus des firewalls, etc.
Et donc les deux sont vraiment strictement nécessaires, quoi. Merci, ouais, merci Emma également. Merci à tous pour votre participation. C'était vraiment super sympa. Donc, sûrement un talk qu'on refera. Tout à fait, bonjour. Je reviens sur scène avec Yes. Xavier pour te remercier pour cette présentation. Merci, merci. Et inviter du coup Christophe, notre prochain speaker, qui va nous parler de son serveur Minecraft dans le cloud. Je vais aller me promener dans les espaces à côté. Merci à tous. C'est s'il y a ça, des questions ou quoi. Voilà. Vous pouvez retrouver Xavier soit dans l'espace 1 ou 2. Et ce soir à l'apéro, tu seras parmi nous? Yes, c'est ça, exactement. Yes. Super, et bien tout à l'heure Xavier, merci. Ciao. Ciao.